L'essentiel de notre propos ce soir. La guerre, donc, comme on ne la voit jamais. Et quand on dit comme on ne la voit jamais, comme je ne l'ai, moi, personnellement, jamais vue, à travers la longue séquence que vous allez découvrir, et on va l'analyser avec Fanny dans un instant. On en parle beaucoup de la guerre, on en parle beaucoup des tranchées, mais ça reste un peu abstrait. On a compris que les Ukrainiens menaient la guerre avec les drones, on a compris qu'il y avait une guerre de chars, on a compris qu'il y avait une guerre d'artillerie, une guerre de missiles, comment les Russes utilisent les missiles pour terroriser. Mais ce qui se passe, et ce qui est l'essentiel aujourd'hui de cette guerre, on le voit très rarement. C'est-à-dire comment ça se passe dans les tranchées du Donbass. Ces deux armées et ces hommes qui se font face parfois à quelques mètres de distance. Eh bien là, on y est. On y est et on découvre tout. On découvre aussi peut-être les explications, une partie des explications de l'impuissance russe, parce que ce que vous allez voir, c'est un assaut. C'est un assaut russe contre une tranchée ukrainienne. Mais il n'y aura rien d'abstrait. Tout est décrit. On vit le moment avec les soldats. On vit leur incroyable courage, d'ailleurs, au passage. Alors, vous allez nous aider à comprendre, effectivement, ces séquences, ce qui se joue, la logique qui se joue, le déroulement. D'abord, regardons bien ces images. Asseyez-vous bien, ouvrez grand vos yeux, parce qu'encore une fois, on n'a jamais vu ça, je crois. Voici les indispensables avec Fanny Veil. Bonsoir Fanny. Bonsoir David, bonsoir à tous. Alors, que montre précisément cette scène? D'abord, vous nous situez le lieu, l'endroit où ça se passe. Exactement, vous allez le voir, on est ici au cœur de la bataille de Bakhmout, là où les Russes tentent de refermer la mâchoire pour conquérir la ville. Et ils le font en attaquant les tranchées ukrainiennes. Lorsque la scène commence, nous sommes justement avec les soldats de ces tranchées, avec le bataillon Da Vinci Wolves, les loups de De Vinci, c'est ainsi qu'ils s'appellent. Ce sont des soldats extrêmement aguerris et eux défendent justement ces positions. Ils défendent la dernière route de ravitaillement ici en pointillé qui part de Bakhmout. Le soldat qui porte la caméra va faire preuve d'héroïsme. Il descend dans sa tranchée. On découvre alors, à l'abri, ses 8 compagnons assis. Et ce que l'on remarque tout de suite, c'est qu'il y en a un 9e qui lui est allongé et il est mort. Господи. Там ще один, походу, блядь. Загинув. On comprend qu'une partie de l'abri s'est effondrée, une offensive russe a commencé et la voici qui continue. Au moment où l'un des combattants est en train de déblayer le chemin, regardez, une grenade frappe la tranchée. Le soldat lâche sa pelle, il est projeté au sol dans un cri. « Ça va ?» lui demandent ses camarades. « Oui, ça va », dit-il, en levant la main. Derrière, l'offensive russe se précise. Des coups de feu, vous les entendez, retentissent à proximité. À la radio, une voix alerte. Les Russes sont en train d'attaquer la tranchée. Tous les soldats ukrainiens se lèvent alors et c'est là que tout s'accélère. Revoyons, David, ces images pour bien les comprendre. 2 soldats ukrainiens sortent de l'abri, risquant leur vie pour défendre la tranchée. À une dizaine de mètres, face à eux, on voit très distinctement un soldat russe approcher. Les voyant, regardez, il lance sa grenade. Mais il rate son tir, la grenade passe au-dessus de la tranchée et elle explose plus loin. Sang-froid ou inconscience, à aucun moment les Ukrainiens ne bougent, à aucun moment ils ne cessent de tirer. Au bout de quelques secondes, l'un d'eux se lance, il sort de la tranchée et il se retrouve complètement à découvert.
C'est là que nous découvrons le décor, une ancienne forêt intégralement dévastée, des troncs d'arbres arrachés, la terre retournée, des dizaines de branches qui jonchent le sol. Pas un endroit pour se mettre à l'abri. Le soldat reste sur ses gardes parce que les Russes tirent toujours. Et le voici caché derrière un petit amas de terre et de bois qui vise 2 de ces soldats russes. Les douilles s'envolent les unes après les autres. Et ce que l'on comprend, c'est qu'il finit par éliminer ces 2 soldats. Траншея, пидоры! Пацаны на брусер! Правая траншея! Mais l'assaut russe se poursuit. Un autre soldat en face de lui se trouve dans un trou d'obus. Il surgit. Le soldat ukrainien le vise. Il tire en vain. Il dégoupille alors une grenade et elle explose dans le trou. Les minutes passent, les tirs s'intensifient. Visiblement, les Russes actionnent désormais leur artillerie. Et ce ne sont plus des grenades qui pleuvent, mais des obus. Les impacts soulèvent la terre, provoquent de grands panaches de fumée. La pluie de métal David devient trop lourde et les soldats ukrainiens doivent retourner se mettre à couvert. Шо, пидоры, сука, это наша посадка, пидорасы, блядь! Блиндажей сидеть, артиллерии сильно много, не надо в поле сидеть, не надо в посадке сидеть. Садись. Блиндаж, Владос, блиндаж! Блиндаж, Владос! Ты остался! Контроль 12, вы в блиндаж, пацаны, быстро! Ты в блиндаж! Быстро, блядь! Сюда, Владос, быстро! Ябчанка! À partir de ce moment-là, l'artillerie ukrainienne prend à son tour le relais. Bilan sans doute très partiel de cet assaut. 11 minutes au total, 3 morts au moins côté russe, 1 blessé déclaré côté ukrainien et un assaut russe qui a échoué. À Bakhmout, au nord comme au sud, il y en a plusieurs de ce genre chaque jour. Et ces images nous permettent d'en mesurer l'intensité et la violence. Merci Fanny. C'est vrai qu'encore une fois, la guerre telle qu'elle est. Là, on est au plus près. Qu'est-ce qui vous frappe et qu'est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'on n'a peut-être pas tout à fait compris dans cette séquence générale Trinquant? Chronologiquement, depuis le départ, si vous voulez, on voit des gens qui sont dans un bunker, donc ils sont à l'abri, puisqu'il y avait eu des tirs probablement, parce qu'il y avait eu un effondrement et un était tué. Mais ce qu'on n'a pas vu, c'est qu'il y en avait toujours un, au moins, à l'extérieur, pour regarder ce qui se passait. Il y en a toujours un, oui, qui reste parce que si on en vigie. Si vous voulez, on ne fait pas l'autruche, on ne rentre pas au fond, et on attend que ça se passe. Il faut forcément qu'il y en ait qui soient à l'extérieur pour voir ce qui se passe. Et c'est à ce moment-là, il y a une attaque, ils arrivent, c'est là qu'on voit le soldat qui lance la grenade, et qu'il fait sortir les autres pour défendre. Je rappelle que la meilleure défense, c'est l'attaque. Donc ça veut dire qu'il faut sortir, il faut tirer, et à un moment, on sent bien... Parce qu'il y a un premier point, pardon, général, de vous interrompre, mais on s'imagine évidemment quand on voit ça dans ces situations, on a vu les films de Terrence Malick ou de Stanley Kubrick, là, on la voit en réel, on s'imagine que s'il y avait une attaque, le premier réflexe, c'est se terrer au fond du bunker. Mais non, parce que là, vous êtes mort. Oui. Là, vous êtes mort. Il y a des images, je me souviens très bien, où on voit 2 soldats, c'était d'ailleurs des Ukrainiens qui étaient dans un trou, et qui étaient comme ça dans un trou, il y a un Russe qui arrive au-dessus, poum, poum, il les descend tous les 2. Donc, non, c'est pour ça que je dis, la meilleure défense, c'est l'attaque. Donc, il faut sortir, et il faut tirer. Le deuxième point, c'est qu'il y a un chef, on l'entend très bien, qui dit la tranchée à droite, etc. Et c'est là, pardonnez-moi d'employer ce terme en anglais, le leadership. Le gars qui est capable, au milieu des bombardements, au milieu du chaos, au milieu du blessé et du mort,
de prendre l'ascendant et de dire voilà ce qu'on fait. Et en fait, l'essentiel du groupe attend ça. Il a besoin, d'une certaine façon, moralement. C'est les forces morales qui sont importantes là. Et qu'il y ait quelqu'un là-dedans qui relève la tête et qui dise tranchée de droite, secteur de gauche, le type qui tire, et puis à la fin, on le voit, c'est toujours le même, qui dit on rentre dans le bunker parce que maintenant il y a de l'artillerie et c'est plus la peine de rester dehors. Ceux qui donnaient l'assaut sont morts. Et donc maintenant l'artillerie c'est trop fort. C'est le Au passage, sous-officier. parce qu'il faut être complètement exhaustif, les soldats russes en face aussi. Incroyable courage aussi. C'est une zone où il n'y a pas un endroit quasiment pour se cacher. Et ils essayent d'approcher au plus près parce que, comme vous le disiez, si les gens sont dans le bunker et qu'il y a une grenade qui tombe dans le bunker, ils sont morts. Et donc, il sait bien que une seule grenade russe à ce moment-là qui tombe au bon endroit dans le bunker et les 8 soldats ukrainiens. Tuer ou blesser tous ceux qui sont à l'intérieur. Donc c'est pour ça qu'il cherche à s'approcher au plus près pour lancer la grenade à l'intérieur parce qu'il sait que ces tirs n'atteindront pas de la même façon les... C'est bizarre. Et il rate sa cible. Et il rate sa cible parce que lancer une grenade dans un... C'est pas évident, hein, surtout dans un endroit où on vous tire dessus. Enfin, mais ce qui est bizarre là, vous trouvez pas, c'est l'absence d'armes lourdes. C'est-à-dire il n'y a ni mortier ni mitrailleuse. Alors attendez, on ne peut pas mélanger les deux. Vous tirez l'artillerie et le mortier avant et vous montez à l'assaut, les tirs s'arrêtent. Ou ce qu'on voit là, mais parce que probablement on n'a pas vu la séquence précédente. Attendez, vous pouvez répéter, vous tirez à l'arme lourde, c'est-à-dire artillerie, mortier, par les côtés russes. Par le côté russe, et les soldats n'avancent pas tant que ça se passe, sinon ils sont sous les tirs. Donc ils attendent que ça se termine. C'est le problème du séquençage qui est très dur. C'est-à-dire qu'il faut que ça s'arrête pour que les gens puissent monter à l'assaut. Donc on peut imaginer là que c'est à l'arme lourde que les lignes arrières russes, enfin à arrière en tout cas un peu plus en repli, ont réussi à faire s'effondrer un morceau de la tranchée et à blesser l'un des soldats. C'est pour ça qu'ils sont montés à l'assaut à ce moment-là. L'artillerie s'est arrêtée. Et pourquoi les Ukrainiens n'ont pas une mitrailleuse à ce moment-là? Parce que là, ils les massacrent. Oui, alors, enfin, c'est pas si sûr que ça. C'est pas évident, une mitrailleuse à mettre. Mais surtout, ils ont probablement pas une mitrailleuse en dotation. Ils ont des fusils d'assaut. Ils se servent de leurs fusils d'assaut. Au passage, on voit que ce sont des gens expérimentés. Parce qu'ils ne tirent pas en rafale comme ça au-dessus de la tête sans regarder. Ils regardent et ils tirent, on voit bien les coups, coup par coup. Coup par coup, voilà, c'est pas en rafale. Ouais, et ça, ce sont les bons soldats, j'allais dire, qui tirent coup par coup et non pas avec des rafales dans tous les sens. Donc voilà, moi je dis de la part des Ukrainiens, des bons réflexes, un chef, du courage et la capacité de monter alors qu'au lieu de se terrer au fond du trou. Et de la part des Ukrainiens qui arrivent juste après les tirs d'artillerie à monter à l'assaut. Les Russes, à monter à l'assaut et à essayer de mettre une grenade dans ce trou qui pourrait tuer les Ukrainiens qui sont dedans. Et pour rebondir sur ce que disait Jean, du point de vue russe, et avant d'envoyer les hommes au casse-pipe, d'une certaine manière, parce que là, on voit bien comment la chair à canon, d'une certaine manière, est utilisée. Il n'y a pas moyen, avec de l'armement lourd, d'essayer de faire table rase de toute la zone, quitte à lancer... Peut-être qu'il manque d'obus. Manque d'obus pour faire table rase. Et à détruire, à être sûr de détruire cette tranchée lorsqu'on est à 500 mètres ou 1 kilomètre de là et qu'on dispose de lance-roquettes. D'abord, on n'est jamais sûr, parce que les obus ne sont pas forcément tombés à l'endroit du bunker. Ensuite, on n'a pas vu la séquence précédente, donc je ne sais pas quelle a été l'intensité du tir d'artillerie. Ouais. Et quand on voit l'intensité du tir d'artillerie après... C'est quand même pas un tir de barrage. Je veux dire, il y a des tirs à droite à gauche et c'est bien suffisant quand vous prenez l'obus sur la figure. Mais je veux dire, c'est pas le feu roulant qui avance, vous voyez. Donc, est-ce qu'il n'y a pas assez d'obus? Est-ce qu'ils n'ont pas l'endroit précis où tirer et donc tirent un peu au hasard? C'est compliqué sur un terrain comme ça de savoir exactement d'où viennent les tirs aux armes individuelles des soldats. C'est pas évident à identifier. Vous avez vu l'âge des gamins aussi, hein. C'est fascinant. C'est que là, on voit, ce sont des enfants. On oublie que la guerre, elle est toujours faite par des gamins, commandés par des vieillards. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous nous avez souvent parlé... Vous, général. Vous nous avez souvent parlé depuis 14 mois de la prime à la défense. Ouais. Dans ce genre de situation. Et là, on voit ce que c'est que la prime à la défense. C'est-à-dire ceux qui attaquent sont forcément sur un terrain comme celui-là. Au passage, ce décor est irréel. Ce décor est fantomatique. On voit comment ces hommes sont forcément à découvert lorsqu'ils doivent lancer l'assaut. Là, je parle du point de vue russe. Bien sûr, face à des Ukrainiens
qui sont dans leur trou et qui ont eu le temps d'étudier tout le terrain autour et de pouvoir se répartir les tirs, se répartir les missions, etc. Donc c'est effectivement ce que vous dites, l'avantage à la défense. Ouais. L'autre chose qui est assez fascinante, c'est que au final, cette guerre, on en arrive à des corps à corps. Là, ils sont à 5 mètres de distance, 10 mètres de distance maximum avec ce soldat russe qu'on voit surgir. C'est-à-dire, au final, ce sont des hommes contre d'autres hommes qui sont près les uns des autres. Je rappelle toujours la citation, il était secrétaire d'État à l'époque, mais le général Bijard, et qui avait connu ça à Dien Bien Phu, dans les tranchées, où ça s'est passé comme ça. Et qui disait, à la fin, il y a toujours le bifin dans la merde. Et c'est lui qui règle le problème. Et ce que ça montre aussi, c'est très important, c'est le moral. On entend l'Ukrainien qui dit « Foutez le camp d'ici, bande de salopards, de Russes, vous êtes sur nos terres ». Ils défendent leur pays. La France, elle a tenu en 14-18, mais sous des tirs bien pires, parce que nous défendions notre patrie. On est en défense. Et qu'est-ce qui est important dans une armée? Alors, c'est vrai que c'est le commandement, le bon matériel, mais c'est le moral. Et c'est Napoléon, encore une fois... Forces morales. Les forces morales. Napoléon, que j'adore citer, qui disait « 2/3 de la force d'une armée, c'est son moral ». Et là, on voit que les gamins... Ils ont vraiment le moral, parce qu'il faut avoir le moral pour sortir effectivement dans ce discours, dans ce décor fantomatique, pour aller combattre les orques russes. Et vous avez vu, à un moment, ils les appellent les orques. Ils crient. Ça, c'est le surnom qui donne. C'est le surnom qu'ils donnent aux troupes russes, parce que les Russes sont, vous savez, les orques, c'est dans comment ça s'appelle ? Dans le Seigneur des Anneaux. Voilà, c'est ces créatures absolument monstrueuses. Alors qu'au passage, il y a un de leurs camarades qui vient de mourir. Vous avez vu en combien de temps ça se passe? Il y a le camarade qui vient de mourir, mais on continue la mission. Ça, c'est incroyable aussi. Il arrive et il y a un camarade qui vient de mourir. Il dit paix à son âme. Ouais. Et ça n'est presque pas un sujet. Ben non, parce qu'il s'agit que les autres ne soient pas dans la même situation que lui. C'est ça, là aussi. Anne, Pierre, peut-être vos remarques, vos réflexions, vos questions. Alors, moi, ce que je trouve extraordinaire, et je rejoins ce que vient de dire Jean, c'est en fait le courage, les forces morales, la détermination de ces Ukrainiens. Et finalement, ça pose une question. In fine, qu'est-ce qui va compter pour arriver enfin à cette victoire que nous attendons tous? Et d'abord les Ukrainiens. Est-ce que ce sont ces armes que les Ukrainiens ont tant demandées? Mais est-ce que ça suffira? Est-ce que c'est les hommes? Est-ce que c'est la détermination qui finalement comptera? Moi, j'ai déjà un début de réponse. Les deux, mon capitaine. Mais je me mouille pas beaucoup. Vous avez raison, Dominique. Vous avez raison. Et quand même un mot pour rappeler que la détermination des Ukrainiens, elle a toujours été très forte, et elle est très forte parce que les Ukrainiens défendent leur terre, mais elle est très forte aussi parce que les Russes ont eu une politique qui a été totalement à contresens depuis le début du conflit. Ils ont fait des erreurs de jugement à répétition, et depuis des années, des décennies et peut-être même des siècles, ils ont à l'égard des Ukrainiens une attitude qui est une attitude de condescendance, de mépris. Quand même, je relisais récemment la conférence de presse de Vladimir Poutine avec Emmanuel Macron à Moscou dans les jours qui ont précédé le début du conflit. La fameuse grande table. Voilà, et quand Macron a été à Moscou pour essayer de dissuader Poutine de lancer ses chars à l'assaut. Et dans ses réponses, Poutine a fait référence à une chanson de corps de garde, mais absolument abjecte, concernant l'Ukraine. Il s'adresse à l'Ukraine de façon totalement injurieuse. Et il dit, ma belle, tu vas devoir t'y faire. Il faut que tu t'y fasses. C'est incroyable de dire des choses comme ça, et incroyable de les dire devant un homme d'État étranger qui est présent. Et donc, ça ne fait que renforcer la détermination des Ukrainiens. Pierre, un mot? Oui, moi il y a trois choses que j'ai remarquées. En fait, je trouve cette vidéo extrêmement riche en fait à plein de niveaux. C'est-à-dire qu'effectivement, comme le général l'a souligné, on voit la qualité du leadership du chef de l'unité qui est remarquable, qui est capable sous le feu de prendre des décisions très rapidement, de ne pas perdre son sang-froid, de dire à ses hommes, toi tu vas par là, toi tu vas par là, alors qu'on voit qu'il doit répéter ses ordres parce que ses soldats parfois sont prostrés, terrifiés, etc. L'équipement
et de bonne qualité. C'est pas des Kalachnikov avec lesquels ils tirent, c'est des armes occidentales. Il me semble que c'est des M4. Ça, ce sont des armes occidentales. Ils ont tous un silencieux, ce qui complique la tâche pour les Russes qui savent pas nécessairement d'où viennent les tirs. Il y a une discipline, vous l'avez aussi souligné, il y a une discipline de tir, les rafales sont courtes, etc. Dans l'ensemble, en fait, c'est comme ça avait été souligné dans la présentation juste avant notre débat, c'est une unité d'élite. Et ça, en fait, on le sait parce que les loups de Da Vinci, en fait, c'est le surnom d'un héros de guerre qui s'appelle Dmytro Kotsubailo, qui est mort le 7 mars sur le front à Bakhmout, qui avait été décoré en 2021 de la plus haute distinction militaire par Zelensky pour ses faits d'armes. Ce corps-là, ce sont vraiment parmi les meilleures unités, et on le voit par leur capacité de coordination. Chez une incise, il y a quelque chose qu'on ne voit pas dans la vidéo, à un moment, c'est on voit une très bonne coordination avec l'arrière. Il doit y avoir un PC de compagnie derrière qui leur dit ils arrivent par ci, ils arrivent par là, ça implique qu'il y a des moyens de surveillance dans les airs, il y a peut-être un drone. Et ça, cette capacité à coordonner l'avant, le ciel, l'arrière... Et d'où les tirs d'artillerie ukrainiens ensuite qui prennent le relais, c'est ça ? Et donc... Et donc ça implique quand même une sacrée compétence. Et puis ce que je voulais dire sur le fait que ce sont des unités d'élite, on sait que cette unité-là, elle est sur le front de Bakhmout depuis un petit moment, mais elle a bourlingué sur tous les fronts de l'Ukraine. La question que ça pose, c'est quid des réserves en fait. C'est-à-dire que pendant que ces unités d'élite tiennent le front de Bakhmout, où il y a une attrition, un grand volume de pertes, pour les Russes, mais aussi pour les Ukrainiens, l'objectif pour l'Ukraine, quand même, c'est de composer un fer de lance pour mener sa contre-offensive. C'est-à-dire, à un moment donné, pendant le printemps ou peut-être au début de l'été, il va falloir repartir à l'assaut. C'est vital pour l'Ukraine. La Russie, elle peut jouer la montre, l'Ukraine ne peut pas se le permettre. Donc, il faut composer des fers de lance que l'Ukraine s'échine à faire depuis plusieurs mois. Mais le fait de tenir Bakhmout et de décider de rester à Bakhmout pour continuer de tenir, comme on le voit là, ça use des unités d'élite. Et là, une journée, un mort, 2 morts, 3 morts dans une unité très aguerrie. Atteindre ce degré de compétence, ça se fait pas en 2 jours. Donc, il y a aussi, on voit également en image le coût de la décision de rester à Bakhmout, le coût et l'opportunité de rester à Bakhmout. Donc, on n'a pas évidemment la vision globale de ce ratio de pertes et de pertes subies et de pertes infligées à la Russie, mais c'est l'équation que ça pose. On va avancer, mais quand on dit, Général Trinquant, que des assauts russes comme celui-là, il y en a peut-être plusieurs par jour, peut-être plusieurs dizaines par jour, on va regarder la carte de Bakhmout pour bien comprendre où ça se passe. Il y a une mâchoire russe qui est en train de se refermer, enfin, que les Russes cherchent à refermer sur Bakhmout. Alors, on ne voit pas très bien sur cette carte qui n'est pas détaillée, mais je crois qu'on a une autre carte. Voilà. Là, donc, on est visiblement sur le front nord. On voit là la mâchoire, le bord nord et le bord sud. Là, on est sur le bord nord et il s'agit de préserver la route qui est au milieu. Là, on ne la voit pas partir parce qu'on est bien serré sur la ville de Bakhmout. Mais il s'agit de préserver la ville. Donc là, que ce soit sur le front nord ou sur le front sud, on imagine qu'il y a des batailles comme ça, qu'il y en a plusieurs par jour sur chaque front. Des tentatives d'assaut russe. C'est ça qui est en train de se passer à Bakhmout, c'est ça ? Oui, exactement. Mais depuis le début de la bataille de Bakhmout, je dis qu'elle a 2 objectifs. 1, attrition de l'armée russe. 2, abcès de fixation. L'armée russe se concentre là. Et donc, elle met beaucoup d'unités. Ces unités parachutistes, qui elles aussi sont des unités d'élite, sont envoyées là. Donc, c'est ce sujet. Et simplement pour continuer sur l'offensive et la préparation, ce sont d'autres troupes qui ont d'autres missions à remplir. La mobilité n'a rien à voir avec le combat que vous avez là. L'interaction entre l'artillerie, les chars, les blindés, l'infanterie débarquée, la couverture aérienne, c'est un autre combat. Ah donc vous